La ministre a parlé de confiance. Un des sujets récurrents, c'est la confiance dans l'information. Et finalement, l'information, on l'a fait pour les lecteurs, pour les Françaises, pour les Français. Donc, pour commencer cette matinée, la présentation exclusive, inédite, de l'étude française-français. Merci à 366, merci au cabinet Georges, Édouard Le Cerf et Dominique Lévy de nous en dévoiler les résultats maintenant. Et puis, après la présentation de cette étude, on va la débriefer, on va la commenter, on va l'analyser avec Michael Nathan, avec Bruno Ricard et avec Lucie Robquin. Si vous voulez bien, les uns et les autres, me rejoindre sur scène. Encore que la notion de scène ici est discutable. C'est très nouveau théâtre, sans scène ou en tout cas sans que les comédiens soient au-dessus du public. Bruno, c'est à toi. Juste 2 minutes en introduction pour vous dire donc que c'est l'étude qui va vous être présentée. Je ne sais pas si on peut projeter le diaporama. Est une étude qui est réalisée donc tous les 2 ans par 366. 366, c'est la régie nationale de la presse quotidienne régionale et plus généralement des médias territoriaux, qu'ils soient digital, télévision locale, presse quotidienne ou presse magazine. Et donc tous les 2 ans, c'est un travail de 6 mois qu'on fait, et donc on est toujours très impatient de présenter ces résultats à un marché qui les attend de plus en plus. Alors cette étude, elle a pour but, vous allez voir, elle est assez solidement ancrée et solidement construite. Elle a pour but d'éclairer la société qui est sous nos yeux, ce qui est toujours en sociologie l'exercice le plus dur, c'est de savoir ce qui est en train de se passer. Et elle donne notamment des clés sur ces problématiques de la confiance qui sont évidemment centrales et qui apparaissent centralement dans tout ce qu'on a trouvé. Elle donne des clés aux communicants, que ce soit les médias, et on l'a fait aussi pour nos médias, nos rédactions de presse quotidienne régionale. Elle est importante pour les politiques et les communicants de l'État, et elle est importante également pour nos clients annonceurs. Donc on n'en parlera pas beaucoup ce matin sur les clients annonceurs, mais c'est un élément qui est très important dans un livre qu'on associe et qui vous sera remis à la fin de ce colloque. Il y a 150 pages, il y a beaucoup d'insights pour les annonceurs, et c'est très important parce qu'aujourd'hui, les annonceurs sont aussi dans des prises de parole qui sont à la fois sociétales et politiques de façon assez régulière. Donc c'est évidemment des enjeux sociétaux qu'il faut décrypter de façon assez précise. Et puis, ce que je voulais dire aussi par rapport à cette étude, c'est une étude qui est faite depuis 12 ans. Donc, on a ici les 6 précédentes éditions. La 7e s'appelle Français, monde réel, monde perçu. Mais elle traduit l'évolution de ce qu'on a fait depuis 12 ans. Et ce qu'on a fait depuis 12 ans, on l'a fait avec plusieurs cabinets. On est passé par TNS Sofres, avec Ipsos, avec BVA, avec Kantar. Mais on a toujours eu en point d'ancrage des gens qui ont pu donner de la pérennité à l'étude et donner de la cohérence à l'ensemble de ce suivi, puisque aussi bien Dominique Lévy que Édouard Le Cerf, qui sont cofondateurs du cabinet Georges, étaient chez TNS Sofres, Ipsos, Kantar et BVA chaque fois qu'on a fait cette étude. Donc c'est vraiment une suite logique de la présenter aujourd'hui avec eux. Et c'est eux qui ont été l'architecte de cette nouvelle mouture qui vous est présentée maintenant. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors je vous la présente. Bonjour. Donc lui c'est Édouard et moi c'est Dominique. En cas où vous auriez des doutes. Vous repartirez avec cet objet qui fait donc, comme l'a dit Bruno, 150 pages et qui est le 7e opus de cette série. Juste un mot de méthodologie pour que vous soyez rassurés sur le fait que nous ne parlons pas totalement dans le vide. Nous associons à chaque édition de Française-Français un certain nombre de méthodologies. En l'occurrence, ce qu'on va appeler du planning stratégique, qui dans notre cas est une veille assez permanente de la société, de ce qui se produit en sciences sociales. Du big data sémantique sur lequel je vais m'arrêter un instant parce que c'est vraiment une particularité de cette étude. Grâce à cette collaboration avec 366, nous avons la possibilité de puiser dans la base de l'ensemble des articles publiés par l'ensemble des titres de PQR, donc c'est quelques milliards de mots, dans lesquels, grâce à une compagnie qui s'appelle ED, nous pouvons aller chercher ce qui se dit et faire quelques analyses sémantiques. Vous en retrouverez dans ce livre. Nous faisons de l'ethnographie digitale avec un de nos amis de Georges qui s'occupe et se préoccupe des micro-tendances et des micro-cultures en ligne. On ne se refait pas, on fait un sondage, une étude quantitative, et nous allons également rechercher des articles qui viennent à chaque fois montrer que ce que nous racontons ne sort pas uniquement de nos analyses, mais se retrouve aussi dans les vrais journaux de la vraie presse quotidienne régionale. Alors Bruno vous l'a dit, cette 7e édition s'appelle Monde réel, monde perçu. On va vous parler de biais de confirmation, nous on en a un, c'est que depuis qu'on a commencé à travailler sur cette problématique de la crise du réel, dont nous allons vous expliquer en quoi elle est très liée à la crise de la confiance, nous avons l'impression que tout le monde en parle. Donc nous sommes très convaincus d'avoir un sujet qui est absolument brûlant.
Un petit retour en arrière. En 2022, l'édition précédente s'appelait « Le kaléidoscope français ». Qu'est-ce qu'on voulait raconter dans ce kaléidoscope ? On voulait dire d'une part que le pays était certes fragmenté, mais que les fragments s'agitaient, comme dans un kaléidoscope. Mais surtout, on voulait dire que cette agitation, elle procédait de stratégies d'adaptation que nos concitoyens mettaient en place pour faire face à l'ensemble des crises. Vous vous rappelez que c'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à parler de permacrise, de polycrise, à l'ensemble des crises qui les affectaient et auxquelles ils devaient sans cesse trouver, avec lesquelles ils devaient sans cesse trouver des façons de cohabiter. Alors la crise climatique, la crise économique déjà, celle du pouvoir d'achat, et puis la guerre en Ukraine qui était à peu près contemporaine de ce dernier opus. Je pense que vous serez d'accord avec nous pour vous dire qu'entre 2022 et 2024, on n'a pas vécu une période d'apaisement majeur sur l'ensemble de ces fronts. La guerre, c'est devenu les guerres, ou alors la guerre avec encore plus de majuscules. Et puis, à ces crises qui étaient déjà là et qui ne se sont pas dissipées, se sont ajoutés des questionnements sur le vivre ensemble, une forme d'instabilité de la vie politique. J'en parle devant Mickaël, mais je suis sûre qu'il ne me contredira pas. Et une polarisation qui affecte les médias, mais qui affecte également l'ensemble de la société française. Alors, quel effet elle a, cette polarisation ? C'est que la tentative de s'adapter à des injonctions paradoxales, c'est bon pour moi, c'est bon pour la planète, devient de moins en moins réaliste au fur et à mesure que ces pôles s'écartent et se radicalisent. On pourrait résumer les choses en disant que ce que nous percevons dans la situation actuelle des Françaises et des Français, c'est qu'ils sont bousculés, ils sont perturbés dans 3 choses qui nous paraissent essentielles. Leur rapport à l'altérité. Nous sommes dans un pays qui a depuis longtemps la particularité de répondre le plus massivement oui à la question « on ne doit pas faire confiance à un inconnu ». Voilà. Nous sommes perturbés dans notre rapport à l'adversité. La notion de risque est éminemment présente, mais l'idée que nous ne soyons plus en mesure de faire face au risque aussi bien dans nos vies personnelles qu'à l'échelle de la nation est de plus en plus véhiculée et on nous annonce régulièrement, encore ce matin je l'entendais, des catastrophes. Les mots comme le chaos font partie aujourd'hui de notre quotidien et nous sommes perturbés dans notre rapport à l'avenir puisque nous avons bien du mal, collectivement ou individuellement, à nous persuader que quelque chose d'un peu réjouissant, attirant, nous attend. Normalement, à ce stade, la distribution de mouchoirs dont parlait Philippe s'impose. Et de Xanax. Et de Xanax. C'est livré avec le livre. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette société française ? C'est que cette phase d'adaptation au réel que nous constations il y a encore 2 ans, elle fait suite à cette phase d'adaptation, fait suite une phase où on cherche plutôt à adapter le réel à soi. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, finalement, on va essayer de retrouver un peu de cohérence, de simplicité, de lisibilité et de maîtrise. Tous les psys vous diront que la maîtrise est une des composantes du bien-être mental dans un monde qui, de plein de façons, nous échappe. Alors, pour paraphraser notre président de la République, et ce n'est pas ce qu'il voulait dire, soyons clairs, il s'agit au fond d'écrire chacun notre propre histoire plutôt que d'avoir l'impression de subir une histoire collective. Évidemment, c'est problématique et on va essayer de comprendre ensemble, d'une part, pourquoi, comment, et ensuite, si on peut y faire quelque chose. Aujourd'hui, donc, nous faisons le constat que notre socle de réel commun, qui est probablement un préambule très nécessaire à la confiance, au moins penser que nous parlons du même endroit ou que nous parlons des mêmes choses ou que nous parlons d'endroits qui sont situés dans la même réalité, s'effrite, se réduit au profit de réels de plus en plus individuels et fragmentés, étanches et puissants. J'entendais un journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, parler des multiples visages de la réalité. On n'en est même plus dans les multiples visages de la réalité, nous en sommes probablement dans des réalités multiples. Et ces récits, puisque c'est comme ça qu'elles se manifestent, ces narrations, sont de plus en plus étanches, puisqu'elles sont de plus en plus cohérentes. Elles acceptent de moins en moins la contradiction, et donc elles s'opposent les unes aux autres, elles se ferment les unes aux autres. Et c'est pour ça qu'elles sont puissantes, parce qu'une fois qu'on est à l'intérieur d'une de ces histoires, tout est clair. Vous pouvez penser au complotisme, mais sans aller jusque-là, nous avons tous des croyances qui se fondent sur tout un tas de choses, on va y revenir, et qui nous permettent de faire face à la réalité au quotidien. Cet objet n'existe pas, c'est un prototype. C'est un prototype de casque que Panasonic envisageait de développer pour nous permettre de nous isoler dans les open space, à la fois des perturbations sonores et des perturbations visuelles. Ce sont donc des œillères, vous l'aurez compris, mais d'un genre particulier, puisqu'en plus elles vous permettent d'entendre le son que vous voulez, votre musique, votre podcast. Et nous les portons d'une certaine manière pour fabriquer nos histoires, nos réels, à partir bien sûr de nos expériences,
de nos ressentis, ce que j'ai vécu, ce que je ressens, a de la réalité. Vous ne pouvez pas nier mon émotion, vous ne pouvez pas faire fi de mon expérience quand vous essayez de m'expliquer un phénomène. D'infos, et je crois que la matinée va largement en parler, qui sont de plus en plus fragmentées, mais aussi de plus en plus filtrées, de moins en moins communes. Et puis de fiction. La tentation, de comprendre le réel à travers la fiction, de mêler le réel à la fiction, se manifeste notamment, si vous pensez à la production réelle de fiction française, au nombre de fictions qui s'inspirent de faits réels. Alors on appelle ça des exofictions parfois, mais pensez, pour ne pas parler de quelque chose que vous avez tous en tête, par exemple à Sambre, cette série qui a eu beaucoup de succès il y a quelques mois et qui était basée sur l'histoire réelle du violeur de la Sambre. Les faits n'étaient pas réels, mais l'histoire était vraie. Ou les faits n'étaient pas vrais, mais l'histoire était réelle. Je vous laisse. Tout ça fabrique des bulles. On a l'habitude de parler de bulles algorithmiques, de bulles informationnelles, mais nous vivons dans des bulles, et ces bulles, elles bouclent, elles se ferment de plus en plus, et elles sont nourries, renforcées par notre biais de confirmation, qui est maintenant quelque chose que tout le monde a en tête, et qui fait que nous ne sommes finalement perméables. Nous sommes beaucoup plus perméables à ce qui vient conforter notre vision de la réalité, à ce qui vient nous ramener à notre réel particulier. Quelques exemples. 3 chiffres, puisqu'on aime les chiffres. Le centre d'observation de la société nous dit que le taux de crime et délit pour 1000 habitants baisse. Mais un sondage ELAB fait il y a quelques mois nous dit que 77% des Français pensent qu'il y a une vraie augmentation de la violence dans la société. Et si vous allez regarder l'enquête de victimation que vous trouverez en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur, 1,2% des Français de plus de 18 ans a été victime d'une a été victime de violences physiques au cours de la dernière année. 3 façons de regarder la réalité, et vous comprenez bien qu'en fonction de la question posée, mais aussi en fonction de qui vous êtes, d'où vous parlez, vous allez avoir un regard, et donc quand vous parlez dans les médias, quand vous prenez la parole, probablement un discours assez différent sur ce phénomène. Moins dramatique, l'inflation. À fin mai 2024, Circana, qui est donc une société de panel qui mesure la réalité des prix des produits de grande consommation, ce que vous pouvez acheter dans les super et les hypermarchés, mesurait une inflation à un an à moins 0,1%. L'INSEE, qui a une vision différente de l'inflation, on ne va pas s'étendre là-dessus, l'a mesurée à 2,4%. Les Français l'évaluaient à 13%. Il ne s'agit pas ici de dire que les Français se trompent, parce que la ménagère qui pense, qui croit, qui voit que l'inflation est de 13%, c'est en fonction de ça que non seulement elle fait ses courses, mais aussi qu'elle évalue quelque chose de la santé économique du pays et de la compétence de ses dirigeants. Cette crise du réel, vous le voyez à travers ces quelques exemples, elle génère véritablement, Édouard, une crise de la confiance. C'est une crise de la confiance, c'est le sujet du colloque aujourd'hui, cette crise de la confiance. Crise du réel et crise de la confiance fonctionnent en boucle. C'est parce qu'il y a des crises du réel qu'il y a une crise de la confiance, et la crise de la confiance amène à encore des fragmentations du réel. 2 éléments pour vous en parler, parce que confier quelque chose à quelqu'un, lui faire confiance, c'est effectivement avoir le sentiment qu'il va parler de vous de manière juste et de manière sincère. Et là, cette enquête qu'on a menée dans le cadre de cette étude vous montre très parfaitement, et les politiques ne sont pas les mieux placés, on va dire que la PQR s'en sort mieux, mais on a posé la question, avez-vous le sentiment que lorsqu'ils parlent de vous, ils parlent en connaissance de cause? Est-ce qu'ils vous connaissent? Eh bien non, majoritairement, 66%, mais ça s'applique aussi aux artistes, à la publicité, il y a toute une série d'acteurs. Première chose, comment faire confiance à quelqu'un qui parle d'autre chose que ce que vous vivez? Et même s'il en parle, et même s'il parle de ce que vous vivez, est-ce qu'il en parle de manière sincère? Deuxième accusation qui crée effectivement cette crise de confiance, qui nourrit cette crise de confiance, il n'en parle pas de manière sincère. À la fois, il peut se tromper et me tromper. Et donc, on a là les fondamentaux de quelque chose qui va diffracter cette confiance, qui se fait en crise des faits, on en parlait, Dominique le montrait, une crise parce qu'il n'y a plus qu'un seul fait, de la preuve, du chiffre et même de l'expertise. L'expertise nourrie par plusieurs choses. On doit en parler rapidement. Lorsqu'on parle aujourd'hui des réseaux sociaux, on ne va pas les accuser de tout. Ils sont aussi là pour fabriquer des choses qui peuvent être de la confiance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'explosion et le nivellement des points de vue amènent effectivement à cette diffraction. Et puis, l'IA générative, on en parle aussi. On ne peut plus faire un colloque ou une présentation sans en parler. Effectivement, qui donne un peu une illusion de connaissance. Et parfois même l'IA générative a des hallucinations. Ça nourrit ce mouvement de rupture de la confiance.
Là aussi, 2 chiffres pour vous le préciser. Pardon, le libellé est un peu long, on va demander à Ipsos de faire des questions plus courtes. Pour déterminer si un fait est scientifiquement vrai ou faux, est-ce que vous faites davantage votre confiance à votre propre expérience et à vos recherches personnelles plutôt qu'aux explications des scientifiques? Un tiers des Français dit oui, mon expérience est plus importante. Et c'est même 1 sur 2 qui va expliquer que son jugement personnel, expérience et jugement personnel, sont aujourd'hui plus pertinents que les propos d'un scientifique. La France, de ce point de vue-là, c'est toujours intéressant de la comparer. Cette étude de l'Eurobaromètre montre bien que notre relation aux chiffres, on dit que les Français adorent les chiffres, on voit que les sondages sont partout. On a 20 sondages publiés, autre chose que la politique en France, toutes les semaines. Et pourtant, on a à leur égard une forme de distance. Vous voyez bien que la France, là, on est en dernière position. Seulement 28% font davantage confiance à un fait lorsqu'il est appuyé sur des chiffres ou des statistiques. Cette crise de la représentation est évidemment aussi une crise de la communication. Pourquoi c'est une crise de la communication? Parce que la première question quand on communique, ou en tout cas si on veut être un petit peu basique, c'est de quoi parlons-nous? À qui parlons-nous? Comment pouvons-nous convaincre des gens s'ils pensent que vous n'êtes pas dans le même réel qu'eux? J'ai récemment eu l'occasion d'interviewer quelqu'un qui n'était jamais venu à Paris, mais qui a commencé par me dire que vivre à Paris, c'était vraiment impossible, mais qui était également absolument convaincu, et il me l'a expliqué, qu'à Paris, il y avait des quartiers talibans dans lesquels les femmes ne pouvaient pas entrer si elles n'avaient pas de tchador. Bien. Vous voyez aussi comment ces choses peuvent s'inspirer de... Bon. Et donc, je lui ai demandé où c'était. Il m'a dit... Je lui ai demandé d'abord comment il savait. Il m'a dit, il y a encore des journalistes qui font leur travail. C'est un hommage à ceux qui sont présents ici. Et puis, je lui ai demandé où c'était. Il m'a dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, parce que moi, j'habite à Paris, je ne vois pas où c'est. Il m'a dit, non, mais vous êtes dans les beaux quartiers. Donc, nous n'étions pas dans la même réalité socialement, nous n'étions pas dans la même réalité géographiquement, mais ma parole ne pouvait pas permettre de modifier sa représentation de Paris. Alors, sur quelle représentation on s'appuie quand on parle de la France, par exemple? La Fièvre, vous vous souvenez de ce feuilleton de Canal+, a immédiatement donné lieu à une publication de 30 experts à la Fondation Jean Jaurès, racontait, expliquait comment ce feuilleton disait quelque chose du pré-embrasement de la société française. Mais le vrai carton d'audience, en ce moment, c'est HPI, qui donne, on peut le dire, une autre figure de la France, celle d'une France un peu gouailleuse, débrouillarde, système D, où finalement ce ne sont pas les diplômes, mais des qualités un peu différentes qui font qu'à la fin on gagne. Ça vous évoque peut-être d'autres personnages de notre mythologie française que vous connaissez. Et puis il y a aussi la France de la liesse, celle que nous avons vue, celle avec laquelle nous avons vibré pendant toute la période des Jeux Olympiques. Alors c'est quoi la société française? Un climat pré-insurrectionnel ou un peuple qui ne demande qu'à faire la fête ensemble, ou encore une somme d'individus qui essayent, chacun avec ses moyens, de se débrouiller le mieux possible. 3 réalités, mais selon que vous croyez à l'une ou à l'autre, vous n'entendrez pas les infos de la même façon. Les territoires, c'est quoi? Une ruralité en crise qui nous dit qu'on marche sur la tête? Des gens qui, objectivement, on le mesure dans une étude qu'on fait notamment avec Publicis Média qui s'appelle et 366, qui s'appelle Diversité, qui sont contents de l'endroit où ils habitent. Et tenez-vous bien, les gens qui sont le plus satisfaits de l'endroit où ils habitent, c'est les gens qui vivent en périphérie des villes, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir le meilleur des deux mondes, l'accès à tout un tas de choses et l'accès à la nature. Et pourtant, c'est ce que nous, Parisiens, nous appelons parfois la France moche. Je cite mes sources, c'est une couverture de Télérama. Et vous vous rappelez que ça avait suscité un certain nombre de réactions. L'identité, on nous parle de fluidité. Ici, vous voyez une publicité d'une marque du groupe L'Oréal qui s'appelle NYX et qui a choisi Bilal Hassani comme égérie. Très intéressant d'ailleurs, cette campagne parle de Real ID, ma vraie identité, et propose aux gens de faire leur vraie carte d'identité, celle qui correspond non pas à ce qu'on leur a assigné à la naissance, mais à ce qu'ils ont décidé d'être. Et à l'opposé, les meilleurs d'entre vous ont reconnu Andrew Tate, qui actuellement, je crois, est un petit peu en prison, mais qui est une des figures de proue du masculinisme qu'on a vu notamment à l'œuvre dans l'élection présidentielle américaine, mais dont, ne vous faites pas d'illusions, l'ensemble de l'Occident est atteint. Il y a un phénomène qu'on appelle le gender gap et qui montre, étude après étude, à quel point, notamment dans les plus jeunes générations, les garçons sont dans une réaction à ce qu'ils appellent les idées progressistes auxquelles les filles adhèrent de plus en plus. Le genre est un sujet sur lequel la réalité est questionnée. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. On peut donner quelques exemples. Cette crise de la parole, cette crise du vrai, cette crise du réel s'applique à d'autres crises et donc accentue encore les choses. On peut parler du GIEC qui présente des chiffres à chaque fois tout à fait éloquents, mais c'est vrai que vous avez aussi, si vous allez dans votre librairie habituelle, effectivement, en tête de gondole en tout cas,
cette idée de 30 ans de mensonges sur le GIEC. 2 réalités qui s'opposent sur un sujet particulièrement important. La notion du progrès. Alors, je pourrais faire lever la main pour savoir qui dans la salle a encore un Walkman. Qui aujourd'hui? Oui, très bien. Vous savez que vous avez un peu plus d'argent. Est-ce que vous êtes vendeur? Est-ce que vous êtes vendeur? Vous en avez 3. Alors, c'est formidable. On va faire affaire tout à l'heure parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour 1 500 €, un bel exemplaire vintage remis en état, mais on pourrait, ça se vend très bien, on pourrait aussi parler de l'argentique, de son retour, tout ce mouvement de la nostalgie, effectivement, qui est très puissant, qui traverse tout, pas uniquement celui des objets du quotidien, mais ça peut être une autre réalité qui parfois s'hybride, celle d'un technofuturisme avec ce casque de méta, effectivement, qui présente des choses. Ça peut être aussi la vision différente que l'on peut avoir de l'État. Et là, on a 2 manières de parler de l'État, et c'est 2 fois l'État qui en parle d'ailleurs. Est-ce que l'État parle d'un État pour tous, accueillant à travers les maisons France Service, qui dit là c'est la maison de tout le monde, la maison de tout le monde est ouverte à vous? Ou est-ce que c'est ce qui change pour moi, où on peut aller vérifier pour moi personnellement, là où j'habite, ce qui s'est passé? Ce sont 2 visions différentes qui peuvent se compléter, sans doute s'articuler. Mickaël nous en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est 2 points de vue un peu différents. Alors, au milieu de tout ça, qu'avons-nous en commun? Si nous ne regardons pas la même chose, si nous ne parlons pas de la même chose, comment est-ce qu'on fait pour se parler, tout simplement? La bonne nouvelle, c'est la Minute Xanax, c'est pour ça que c'est Bleu des mers du Sud, c'est que nous avons quand même tous la même envie, et si j'utilisais un mot qui est plus répandu que ce que j'utilise d'habitude, c'est de kiffer. Voilà. On a envie de kiffer, on a envie d'être tranquille. On a fait en marge de cette édition de Française Français une expérience où pendant une semaine, on a demandé à des Français de toutes les régions, de tous les âges, de nous raconter leur quotidien avec une petite application qui s'appelle Be Real, que vous connaissez, qui est censée, vous recevez une injonction et vous devez prendre à l'instant T une photo de vous, là où vous êtes, mais aussi avec l'autre appareil photo de votre téléphone, de votre environnement. Donc ça évite le côté où on se prend en photo devant un palmier dans l'open space. Et on leur demandait de nous raconter leur état d'esprit. Il y en a qui vont bien, il y en a qui vont moins bien. Mais tous nous racontaient la même histoire, que leur journée de travail soit chouette ou pas, le moment qu'ils attendaient, c'est celui où ils allaient se poser sur leur canapé, où ils allaient se poser en terrasse avec les copains. La journée, la semaine était orientée vers ce moment de kiff, de tranquillité. C'est ce à quoi nous aspirons le plus. Peut-être que ce n'est pas très réjouissant, mais c'est fort compréhensible. Je suis sûre qu'après tout ce qu'on vous a raconté, vous aussi, vous vous dites que ce serait pas mal. Ça amène des besoins fondamentaux qui sont assez universels et qui sont peut-être encore plus exprimés aujourd'hui qu'auparavant. D'abord, on a besoin d'être rassuré sur le fait qu'on ne risque pas notre existence tous les jours. On a besoin d'être rassuré sur le fait que notre monde, notre réel, va continuer à perdurer. On a besoin de se sentir en sécurité. La demande de sécurité est extrêmement forte. On ne vous a pas raconté tout ce que vous trouverez dans le livre, mais un des marchés qui explose en ce moment est celui de la sécurisation des domiciles. Vous pouvez sans doute, s'il vous arrive encore de voir des tunnels de publicité télévisée, vous en rendre compte. On a besoin de récits qui nous donnent le sentiment que quelqu'un maîtrise quelque chose, que quelqu'un a une forme de vision cohérente du monde. Suivez mon regard. On a besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir ou de se projeter dans quelque chose. Ça peut être un pas en avant ou Make America Great Again, mais de toute façon, il faut arriver à retrouver une façon de raconter une possible suite à notre histoire. Et puis, et c'est sans doute le plus important, et je crois que c'est la demande que nous entendons le plus dans les enquêtes de terrain que nous faisons, un sentiment de n'être pas reconnu, qui souvent va aller s'articuler avec l'idée que d'autres sont plus reconnus que nous. Mais il faut quand même entendre ce besoin de dignité qui est, je pense, un des préalables fondamentaux au fait de pouvoir faire confiance à quelqu'un, se sentir reconnu dans sa dignité par l'autre. Alors très rapidement, les Français mettent en place des stratégies individuelles. Là encore, on est très dans le résumé. On va essayer de s'armer, de renforcer nos compétences, de renforcer notre corps, penser au boom des compléments alimentaires, mais aussi à tout ce qui va nous permettre, en allant à la salle, de se faire une espèce d'armure de pectoraux, pour certains, pour se défendre le mieux possible. On va avoir besoin de s'allier, de trouver des tiers de confiance, parfois des tiers avec lesquels on va être dans une proximité parasociale, c'est-à-dire une proximité feinte. C'est aussi ce que procurent les réseaux sociaux, le sentiment qu'on est proche de gens qui n'existent peut-être pas, vous le savez bien. On va avoir besoin de s'ancrer. Et une des notions que nous explorons dans ce livre, c'est celle du capital d'autochtonie, c'est-à-dire de tous les bénéfices que donne à un individu le fait d'appartenir à un territoire, à un réseau. Dans l'étude que nous avons faite avec 366 et Publicis Média, nous voyions bien à quel point chacune des personnes que nous rencontrions fabriquait la cartographie de son territoire,
de manière à s'assurer qu'elle avait le meilleur circuit d'approvisionnement possible et à quel point ils étaient satisfaits de se dire qu'ils savaient où trouver les choses, comment trouver les choses, et aussi de temps en temps comment trouver de la solidarité, que ce soit pour de la garde d'enfants ou pour des choses plus compliquées. Et puis on a besoin de s'échapper, et parfois c'est presque la seule solution à laquelle nous pouvons penser. Heureusement, il nous reste vous êtes 5 minutes pour vous donner quelques éléments d'espoir et vous parler de ceux qui, malgré tout, dans ce contexte tout à fait tendu, tout à fait diffracté, cherchent malgré tout à jouer un rôle de conciliation, de concertation, tout ce dont on ne vous a pas parlé jusque-là, de modération, et tentent de refaire effectivement à leur manière un réel commun. Alors on peut citer plusieurs exemples. C'est vrai qu'il y a eu des critiques sur les conventions citoyennes. Mais les conventions citoyennes, souvenez-vous, c'est aussi une suite de ce qu'on a entendu pendant les Gilets jaunes, c'est-à-dire cette idée de j'ai besoin d'être respecté, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin que ça se fasse de manière plus récurrente. Peut-être que les résultats ne sont pas exactement à la hauteur des attentes, mais ça existe et ça essaye de refabriquer sur des sujets, en commençant par le petit, du commun. C'est aussi un certain nombre de collectivités territoriales. À droite, c'est la communauté urbaine de Dunkerque qui dit voilà, on va recevoir 20 000 personnes qui vont venir travailler, il y a une révolution de l'emploi chez nous. Comment est-ce que l'on fait ? On va d'abord demander aux gens ce qu'ils en pensent. Et c'est vrai que tout ce qui se passe en termes de concertation au niveau local fonctionne bien. Ça peut être le débat à travers cette initiative Faut qu'on parle, qui est une dérivée en France aujourd'hui de quelque chose qui est né en Allemagne, qui amène... Et qui s'appelle My Country Talks en allemand. Non, c'est pas de l'allemand, Dominique. C'est pas grave. Tu veux faire en allemand. Et donc, amener des gens qui ont des points de vue opposés, différents, à se parler. J'étais à un autre débat il y a quelque temps, pas longtemps, et quelqu'un disait, à propos de son interlocuteur avec lequel il n'était pas d'accord, il ne lui a pas dit « je ne suis pas d'accord à ce que vous dites », il lui a dit « ça mérite qu'on en débatte ». Commençons tous par cela, et on avancera peut-être. Et puis cette idée du courage de la nuance, cet oxymore presque. Avoir le courage, aujourd'hui, c'est, dans l'imaginaire collectif, avoir le courage de dire quelque chose de fort, de quelque chose de dur. Avoir le courage de la nuance, cet oxymore-là, il faut l'intégrer pour pouvoir faire avancer le débat. Et puis, bien sûr, on est là aussi pour parler de presse et le local de manière évidente. Bruno parlait de l'histoire de Françaises-Français. Quand en 2012 on commence, on se dit on va peut-être voir des choses. L'idée n'était pas de refléter le local, mais de refléter la France. Et on voyait monter quelque chose qui est devenu de plus en plus puissant. Et le fait de pouvoir à la fois être ancré, refléter, être un miroir, mais aussi une manière de dire les choses et d'être en proximité, de refaire du lien, ça passe aussi par la presse. Alors et demain, est-ce qu'il nous reste le temps de parler ? Il nous reste 3 minutes pour parler de demain. 2, Édouard, si vous voulez bien. 2025. Allez, je vais essayer d'être raisonnable. Demain, en fait, on va se mouiller, vous allez voir. Il y a 3 visions de la société qui cohabitent et qui peuvent être celles sur lesquelles on s'appuie pour précisément essayer de rebâtir la confiance. On peut partir du principe que notre société est définitivement, ou en tout cas durablement vouée, à se composer de strates de groupes qui ne se mélangent pas. Comme, je prends toujours cette métaphore ménagère, l'huile et le vinaigre, s'il ne se passe rien, vous avez de l'huile et du vinaigre et pas d'échange. Si on commence à fabriquer une forme d'agitation, et c'est ce qu'on essayait de raconter dans le kaléidoscope français, on a une multitude de gouttelettes. C'est la première version, vous l'aurez reconnue, c'est celle de la France de l'archipel. La seconde, c'est celle que défend la patronne du Crédoc dans un livre récent qui parle de mosaïque française, des groupes à la fois plus petits mais aussi plus mouvants et qui, ensemble, composent quelque chose. Et puis, si vous ajoutez un liant, dans l'occurrence, si vous voulez faire une mayonnaise, par exemple du jaune d'œuf, vous allez obtenir quelque chose qui prend consistance, une émulsion qui va finir par créer un corps social en l'occurrence nouveau. Et c'est ce que raconte Pierre Rosanvallon, notamment dans Les institutions invisibles. Et les 3 institutions qu'il cite, vous le savez peut-être, c'est la légitimité, l'autorité et la confiance. Pour refaire société commune, si tel est notre objectif, eh bien, il est fondamental que nous rebâtissions la confiance. Il me reste 1 minute pour vous dire comment vous allez faire. Dans le livre, que je ne doute pas qu'après cette présentation, vous allez lire attentivement, nous proposons une façon qui est de passer ou d'allier les raisons d'être et les manières d'agir. On s'est beaucoup concentré ces dernières années sur nos raisons d'être, entreprises, médias, essayer de définir notre utilité, le pourquoi nous sommes là et de le verbaliser le mieux possible. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'avoir cette même réflexion sur nos manières d'agir et de mettre de la vertu, pas seulement dans nos intentions, mais aussi dans chacun de nos actes. Ça peut vous paraître extrêmement basique, pour ne pas dire biblique, mais je crois que nous sommes aujourd'hui absolument condamnés, si je puis dire, à agir avec cohérence. Les incohérences, vous le savez, sont sanctionnées par les publics, par les consommateurs, de manière extrêmement forte, avec exemplarité,
un mot sur lequel je vous laisse méditer, avec volontarisme. Les choses ne seront pas simples et aller contre, par exemple, la dictature de l'audience peut être une question. Manifester du respect, de la considération et de l'empathie, et bien sûr trouver des axes de proximité. Le local en est un, la proximité émotionnelle en est un autre. Il y a plein de façons d'être proche des gens et pas seulement d'être physiquement à l'endroit où ils sont. Et vous l'avez compris, ce que nous espérons de cette démarche, c'est d'arriver à nous réconcilier avec l'idée que l'autre n'est pas un ennemi, que l'adversité se surmonte et que l'avenir nous réserve des choses que nous pouvons aborder en confiance. Merci beaucoup. Merci.